Nous, à côté de cette organisation, nous avons ici Ndiaye, Ndiaye, qui est censé maintenant nous accompagner. Alors, ça veut dire que c'est lui le parrain. Donc, s'il y a une bonne organisation, il faut qu'il y ait un soutien financier. Et donc, sans ce soutien financier, nous aurons des difficultés. Mais merci à M. Ndiaye, qui nous a bien voulu nous accompagner pour la bonne marche maintenant de cette activité. Merci à tout le monde et merci. Ce qui reste maintenant à soulever, c'est le jour du bac. À chaque fois, on a l'habitude de dire que les élèves de lycée, il y a beaucoup de tricherie ici. Mais celui qui est responsable, il n'a pas besoin d'être surveillé pour réussir au bac. Et nous comptons sur vous pour que de pareils événements ici ne se produisent. Merci et bonne continuation. Merci, monsieur le censeur, merci beaucoup. Et vraiment, c'est un message qu'on tient à faire passer, c'est-à-dire les questions de tout ce qui apparaît connecté le jour du baccalauréat. C'est formellement interdit, il faut véritablement veiller à cela, parce que non seulement c'est un peu dérangeant que M. Diom, qui corrige depuis la région de Fatick, et qu'il soit informé qu'en réalité au lycée de Ndofane, on a pris des élèves avec du matériel connecté. C'est pas du tout honorable. Hein? Voilà, donc sans tarder, nous allons passer la parole à M. Ndiaye Mahawa. Et il faut saluer vraiment l'initiative, et je pense que c'est pas une première, c'est un homme aussi d'action, et il continue toujours donc de faire beaucoup de choses pour le lycée. C'est donc d'ailleurs, on me l'a appris, c'est un produit du lycée, et je pense qu'il est en train de remplir la mission de tout véritablement intellectuel, c'est d'avoir le savoir, et en retour véritablement faire en sorte que... Chers enseignants, cher encadrement, c'est avec une grande émotion et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui ici dans ce lycée qui m'a vu grandir pour ouvrir cette série de séances de synthèse en histoire et en géographie. En tant qu'ancien élève du lycée de Ndofane, aujourd'hui ingénieur en téléinformatique et aussi expert en VAS. VAS, c'est tout ce qui est service à valeur ajoutée. Je mesure pleinement l'importance d'un accompagnement soutenu dans la réussite scolaire, en particulier à l'approche d'un moment aussi décisif que le baccalauréat. Ces séances que nous lançons aujourd'hui sont le fruit d'une volonté partagée, celle d'apporter un appui concret à celles et ceux qui s'apprêtent à franchir une étape clé à leur parcours académique. Je tiens à remercier chaleureusement monsieur le proviseur, monsieur le censeur, pour avoir accueilli et validé cette initiative. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique pour son engagement constant et sa collaboration exemplaire, particulièrement à M. Malick Diom et aussi à M. Silla, sans oublier aussi M. Abdoulaye Diouf. Chers élèves, je vous invite à tirer le meilleur parti de ces séances. Soyez curieux, participez activement, posez des questions sans retenue, partagez vos doutes comme vos acquis. Le savoir ne s'impose pas, c'est pas aussi quelque chose qui tombe du ciel. On l'acquiert par échange. Permettez-moi de terminer par ces mots de Paul Valéry qui éclairent si bien l'esprit des disciplines que vous abordez dans ces séances. L'histoire justifie ce que l'on veut et la géographie explique ce qui est. Deux disciplines complémentaires, deux portes d'entrée vers une meilleure compréhension du monde et de vous-même. Je vous souhaite à tous des révisions fructueuses, une pleine concentration et bien sûr une réussite éclatante au baccalauréat. Merci beaucoup à tous. Le partenaire Mahawa Ndiaye, avec qui j'ai partagé la même classe, salle 13 en 3e C,
3e C, c'est le 3e qui faisait sciences physiques. Ainsi que Abdoulaye Diouf qui est là, notre compagnon, et M. Diouf, nous avons fait la même classe. Également, bonsoir à notre sœur Yacine Saoul. Nous avons été dans la même classe jusqu'en 4e. Pour la suite, je ne sais pas, hein? Elle dit qu'elle va dire quelque chose, mais je ne vais pas la donner le micro. Alors, bonsoir M. Diao Mamadou. Nous avons été à l'élémentaire, nous avons fait la terminale en même temps, et que donc, nous avons été tous les produits du lycée. Mention spéciale à M. Silla et Ndiaye. M. Ndiaye, elle. Des vaillants de la discipline histoire et des géographies qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de cette activité. Je rappelle que M. Ndiaye vient de venir, il vient de Ziguinchor à l'heure où je parle, rien que pour la réussite de cette synthèse. Comme nous l'avons souvent dit, c'est Ndiaye projecteur, tout ce qui est pratique, tout ce qui est technologie, alors il maîtrise mieux que nous. S'il n'était pas venu, voilà, donc s'il n'était pas venu, on allait avoir peur. Bonsoir aussi les étudiants, vos frères, vos camarades étudiants qui ont fait le lycée de Lofane et qui sont allés à l'université. Malgré leurs maigres moyens, malgré leur modeste personne, ils se sont sacrifiés pour venir nous accompagner aujourd'hui dans le cadre de la synthèse, mais aussi pour vouloir vous accompagner pour la suite dans le cadre des programmes d'orientation, d'accompagnement et également d'information. Pour demain, Inch'Allah, dans la deuxième phase de la synthèse. Alors, pour aujourd'hui, si vous me le permettez, nous allons procéder à un pouvoir synthétique rapidement. C'est-à-dire que synthèse, quand on le dit, on dit partout. Nous osons croire que vous avez vu des leçons, vous avez fait des leçons, vous avez eu des préoccupations et que ces préoccupations, vous les avez marquées depuis très longtemps. Les profs vous ont accompagné en intégré certaines compétences. Aujourd'hui, nous venons juste pour insister sur la phase baccalauréat. Baccalauréat, quand on le dit, c'est un des examens les plus sérieux. Comment accompagner nos élèves que nous avons formés jusqu'ici en avoir plus de facilité à l'affrontement de l'épreuve. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est faciliter votre confrontation par rapport à l'épreuve qui sera donnée, pour que vous ayez le maximum de courage et de compétences, mais pour que vous dominiez l'épreuve à temps échu pendant les 4 heures de temps, que vos feuilles ne soient pas arrachées, mais que ce que vous allez écrire soit de bon écho par rapport aux correcteurs, qui vont venir d'ailleurs, qui vont venir de partout. Alors, pour cette partie, nous allons d'abord faire un bref exposé, et ensuite nous allons procéder à une projection de la grille qui corrige le contenu, l'épreuve proposée, la correction qui finalise l'épreuve et qui amène l'étudiant à l'université. Voilà les 3 étapes que nous allons procéder, que nous allons faire. Dans la première partie, donc nous allons parler du système monde. Après le système monde, on va parler des espaces blocs. Donc les espaces économiques, autrement. Les espaces économiques. Après les espaces économiques, nous allons parler des puissances du tiers-monde. Les puissances du tiers-monde, on va en donner des exemples. Et après, nous allons terminer par l'Afrique et en particulier le Sénégal. Le Sénégal, dans son processus de recherche de développement de 1960 à 2024. Et que voilà les 4 parties que nous allons essayer d'exposer. Pour enfin récapituler par expliquer quelques notions entre problèmes, défis, perspectives qui vient à chaque fois. Et pour la dernière partie, avant que je ne donne le micro à M. Ndiaye, on va parler donc de la troisième question en géographie. À chaque fois, à l'examen du baccalauréat, on pose 3 questions. En histoire, on pose 3 questions. En géographie, on pose 3 questions. Chaque question est notée. L'ensemble des questions, en histoire, donne 20 points. L'ensemble des questions est pour la plupart, n'est pas trouvé par les élèves. La question qui, à partir du document, expliquer les défis, proposer une solution, ce que les élèves font la plupart, recopient au niveau donc des documents
un passage qui parle si c'est des énergies, si c'est la population, si c'est le vieillissement. Il regarde dans le document, là où on parle de vieillissement, il recopie tout ce qui suit. Alors, vous perdez les 7 points, 13 points. Quand vous multipliez 7 points par 6, les scientifiques, 6 par 7, c'est 50, 42. J'ai entendu 50 de 42 points, vous pouvez avoir 10 d'office, 42 points pour vous donner la mention assez bien. Assez bien, je dis. 42 points pour vous donner la mention assez bien. Puisque le coefficient total en L2, c'est 27. Si vous avez 42 points, ça c'est 2 fois plus. C'est pourquoi je juge nécessaire de terminer par cette question. Nous avons corrigé le bac 14 et nous avons constaté que cette question, elle revient, elle manque, elle perturbe, elle empêche les élèves d'avoir des bonnes moyens. Donc, nous jugeons nécessaire de revenir. Pour l'ensemble, quand on parle de système monde, l'ensemble des connectivités, l'ensemble des relations d'interdépendance à travers le monde, entre Africains, entre Américains, entre Européens et entre Asiatiques. Toutes ces relations culturelles, ces relations économiques, politiques, ces relations environnementales, etc., sont considérées dans le cadre des échanges internationaux, ce qui fait qu'on parle de système monde ou le monde internationalisé, autrement dit, la mondialisation. Cette mondialisation ne s'est pas faite sans contexte. Quel est le contexte direct qui aurait bousculé le phénomène de la globalisation? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, alors l'Europe, qui était le principal théâtre des opérations militaires, a été détruite, a été dévastée. On s'est organisé, s'est réuni, Yalta, Potsdam, ainsi que San Francisco qui a vu naître dans l'ONU. Et à partir de la naissance de l'ONU, on a créé une organisation appelée OMC, Organisation mondiale du commerce, chargée d'assister toutes les questions de commerce, toutes les questions d'échange monétaire, d'échange de marchandises. Et là, à partir de ce phénomène, les nations industrialisées vont devoir s'appuyer sur les nations non industrialisées disposant de matières premières. Les nations non industrialisées, les nations très en retard en termes donc de technologie, vont devoir capter les investissements des nations développées, des nations industrialisées, des nations qui ont une avancée dans la technologie. Et en ce sens, il s'impose un système de quelqu'un qui cherche et de quelqu'un qui donne de façon réciproque, de façon mutuelle. Ce qu'il faut dire, ce qui fait qu'on parle d'interdépendance. Alors, un autre contexte qui va favoriser cette interdépendance au-delà du libéralisme économique né après la conférence de San Francisco, la naissance de l'ONU, les conférences économiques au niveau de GATT, les accords de GATT, les accords Wright, donc de l'anglo-saxon Wright, Paul-Smith. Ces accords ont poussé une vaste vision vers l'économie, vers le commerce, vers les échanges, la monnaie, n'est-ce pas, les investissements, et ça a intéressé les acteurs du monde. Et c'est pourquoi, ici, la naissance donc, de ces organisations vont accorder un contexte capital dans la mondialisation. Mais un autre élément, le phénomène de la décolonisation. La décolonisation a vu naître de nouvelles nations. Des nations jusqu'ici qui étaient monopolisées par une métropole qui avait seul accès dans ces nations. Si c'est le Sénégal, la métropole c'est la France. Si c'est le Ghana, si c'est la Gambie, et si c'est également le Nigeria, c'est l'Angleterre. Si c'est l'Angola, c'est le Portugal. Donc ces nations, appelées petites, anciennement occupées par ces grandes nations, appelées métropoles, vont nourrir des relations jusqu'aux années 1960, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'indépendance de certaines nations ouvre l'autonomisation, ouvre le choix à ces nouvelles nations d'ouvrir des relations économiques, des relations culturelles, des relations politiques avec d'autres nations, ce qui ouvre un autre marché pour les pays industrialisés. C'est le contexte encore qui a vu faciliter la mondialisation. Et quand on dit faciliter, au-delà de ces trois éléments de contexte, quand on parle de facilité, on va directement au facteur.
quels sont les facteurs qui ont favorisé la mondialisation. Parmi ces facteurs, on en cite seulement deux principaux. Le démantèlement des obstacles tarifaires à la naissance de l'OMC en 1947 et également l'autre facteur, c'est le développement des moyens de transport et de communication. Les transports de masse, les paquebots, les bateaux, les cargos. Jusqu'ici, on échangeait sur de courtes distances avec des moyens rudimentaires de transport, des moyens archaïques de transport. Mais la révolution industrielle dans sa deuxième phase a projeté au niveau de l'espace maritime de nouveaux moyens capables de surmonter des poids qui peuvent également transiter par des transcontinentales, de continent en continent. Alors cela va renforcer la fluidité. Au même moment que ça renforce la fluidité par le transport en masse, ça réduit les coûts des transports. Si on vend un baril à 10 000 francs, avec les transports de masse, on peut payer moins. Qui paye moins pour l'achat peut vendre moins pour la vente. C'est comme si vous prenez le véhicule bus pour aller à Dakar, vous payez moins que ce que vous payez si c'est un moyen de transport de cette place. Les transports de masse vont révolutionner le commerce et par là vont être des facteurs favorisants de la mondialisation, ainsi que les moyens technologiques utilisés. Alors avec les camions conteneurs, mes camarades alpulaar vont dire conteneurs. Il n'y a pas de conteneurs, on ne dit pas conteneurs, on dit camions conteneurs. Les conteneurs vont rapidement permettre de sécuriser la marchandise, mais de la transporter de continent en continent en temps pendant des périodes relativement longues qui pourraient permettre maintenant d'acheminer beaucoup de produits et qui peuvent permettre d'apaiser également les prix des ventes. Nous venons de recevoir des invités. Pour dire toujours, par rapport à ces facteurs, nous avons des acteurs. Dans nos films, il y a des facteurs. On peut avoir la télé, on peut avoir les moyens, on peut écrire un poème. Mais pour que le film soit effectif, soit réalisé, il faut des acteurs. Qui sont les acteurs en partie desquels la mondialisation se manifesterait? Parmi ces acteurs, on peut en citer les États et les gouvernements. Puisque, à travers les bourses de valeur, à travers les ministères des Finances, les ministères du Commerce, les États négocient avec d'autres États en ce qui concerne les questions commerciales. Et par là, les États constituent des acteurs directs de la mondialisation. Sur les quotas des marchandises qui entrent, sur les prix des marchandises au plan mondial, mais aussi sur le plan des produits à échanger. Il n'y a pas tous les produits qu'on peut échanger. Alors, cela va jouer un rôle important. Les États et les gouvernements négocient le commerce international. À travers les États et les gouvernements, il y a leurs institutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ministères des Affaires étrangères, les ministères des Finances, les ministères chargés donc des économies, mais également, on peut parler même des ministères pour certains de coopération, qui fixent les normes de commerce, qui appliquent les normes donc, des pays signataires de l'OMC et qui traduisent directement l'acte donc, de la commercialisation internationale. Sur ces États jouent un rôle important. Les gouvernements aussi. Puisque quand on parle d'État et qu'on parle de gouvernement, vous allez aujourd'hui comprendre deux éléments. Il y a des républiques, il y a des royaumes. Il y a des royaumes. Par exemple, l'Angleterre est un royaume. La France est une république. Donc, de toute façon, alors, il y a un gouvernement dirigé par le Premier ministre. Il y a une république. Un État est constitué. Le président de la République a sa première personnalité. Mais il y a des royaumes, le Premier ministre a sa première personnalité. Le roi ne fait pas la politique, mais son rôle, vous comprenez mieux que moi. C'est ça, c'est pourquoi on dit gouvernement, et parfois vous entendez les gens dire État, dire gouvernement. Oui, parce que dans le monde, on n'a pas que des républiques. On a jusqu'à présent des gouvernements qui représentent, donc qui sont très forts, mais qui sont d'un régime royal ou d'un empire, même si les empires ont disparu complètement. Alors, donc, à partir de cela, les États et les gouvernements vont jouer un rôle important en tant qu'acteurs, mais aussi, on aura également d'autres acteurs qui sont les ONG
organisations non gouvernementales. Organisations non gouvernementales, ONG, qui ont des intérêts à développer, assister le droit humain. Le droit humain, l'accès à la marchandise. L'accès à la marchandise en fait partie. Si les gens ne mangent pas, le droit à la vie disparaît. Si les gens n'ont pas accès à l'eau, le droit à la vie disparaît. Si les gens n'ont pas accès aux moyens de transport, le droit à la mobilité disparaît. Donc ces organisations qui défendent les droits de l'homme, ces institutions qui défendent la promotion de gouvernance, la promotion de l'équité sociale, de l'équité territoriale entre les territoires, jouent un rôle déterminant pour renforcer les échanges d'un pays à un autre. Accès permis pour un pays de faire entrer sa marchandise dans un autre territoire. L'État d'accueil ne peut refuser, puisque c'est un État membre signataire d'une organisation qui voudrait bien promouvoir le développement. Et promouvoir le développement ne signifie pas pour autant laisser la marchandise pourrir de l'autre côté pendant que les gens meurent de faim d'un bout du monde. Permettre maintenant des négociations entre les deux États afin que l'autre puisse évacuer la marchandise et que l'autre puisse en bénéficier à bas prix afin de soulager sa population font partie donc de leurs préoccupations et de leurs objectifs. En ce sens, les ONG jouent un rôle important. Également, les firmes internationales, qui sont des grandes entreprises, qui ne cherchent que profit avec le développement du libéralisme. Ces marchandises cherchent du profit. Si la marchandise est tellement importante dans une zone, alors qu'il y a moins d'ouverture du marché, qu'il y a moins d'évacuation de la marchandise, alors ces firmes cherchent à négocier à travers des lobbies, à travers des réseaux formels ou informels, toutefois, négocier ou forcer. Ces réseaux permettent à certains pays d'ouvrir leurs frontières pour des installations industrielles afin de capter la main-d'œuvre, afin de créer l'emploi, mais de vendre de façon plus efficace, mais de façon beaucoup plus bénéficiaire. Car vous achetez une matière première dans une zone, vous installez une entreprise dans cette zone, même si l'entreprise n'est pas nationale, même si elle est internationale, mais vous l'installez dans une zone, vous captez la matière première à bas prix, vous captez la main-d'œuvre à bas prix, mais vous pouvez vendre à bas prix dans la mesure où vous n'écoulez pas la marchandise dans des proportions très distantes. Là, ça permet de réduire le coût de la marchandise. Et ça permet, n'est-ce pas, d'écouler la marchandise. Dès que le coût est réduit, chacun peut en avoir accès, surtout les pays dont les PPA, parité de pouvoir d'achat, sont très faibles. Ce qui fait que, également, les firmes internationales jouent un rôle déterminant, sont des acteurs clés de la mondialisation. Les pays industrialisés jouent également un rôle important dans la mondialisation, en ce sens qu'ils constituent des acteurs en créant un cadre diplomatique économique, un cadre diplomatique culturel pour permettre à ces entreprises de pouvoir vivre, de pouvoir rester aussi longtemps en captant des emplois en même temps aussi. Puisqu'une entreprise dure, puisque ces emplois sont fixes et l'emploi précaire disparaît. Donc, ces institutions travaillent à faciliter, à être des acteurs pour développer la mondialisation. Et ici, on a aussi d'autres organisations internationales, dont les plus célèbres sont la Banque mondiale, qui peut même financer un programme dans un pays, afin donc de permettre ce pays des conditionnalités. Quelles conditionnalités? Conditionnalités de baisse d'impôts, de baisse des taxes de douane, conditionnalités d'installation d'entreprises internationales, afin de pouvoir permettre à leur pays de se développer et permettre à leurs industriels, à leurs promoteurs de disposer de nouveaux marchés afin de se développer dans la recherche du développement. On a aussi, à côté de la Banque mondiale, l'OMC, dont la vocation principale c'est assister le commerce, donc de la production à l'écoulement, avec toutes les négociations, mais aussi au règlement des différends entre acteurs économiques, entre industriels et particuliers. Également, il y a l'OIT, Organisation internationale du travail, qui permet des travailleurs internationaux de franchir des frontières, qui permet de minimiser la notion de
la notion de frontière. L'OIT fait de sorte que tous les travailleurs du monde entier soient protégés par un code international du travail. La loi internationale du travail de l'OIT, avec son bureau, le Bureau international du travail, tout cela accompagne les acteurs à oser et à bénéficier des avantages afin de quitter leur pays pour aller investir ailleurs et de s'installer là-bas correctement, sans menace, avec un développement de leur activité. Il y a le FMI qui finance. C'est un fonds destiné au financement dans le cadre des investissements, dans le cadre de la transformation des nations dont le pouvoir d'achat est faible, des nations dont l'économie est faible. À partir de là, voilà les quelques acteurs de la mondialisation. On va rapidement, après les acteurs, parler de l'organisation, comment le système monde est organisé. Dans cette leçon, vous pouvez faire la leçon jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas attentif, on vous pose au baccalauréat l'organisation du système monde, mais vous peinez à répondre. Le système monde est organisé. Si bien qu'elle soit une organisation, elle est organisée. Et comment elle est organisée? Le système monde est organisé à travers des espaces. Ce que nous avons appelé les espaces donc de la triade. Le monde est monopolisé, l'économie mondiale, les relations internationales, économiques ou culturelles, les décisions internationales sont monopolisées par trois principales entités qu'on vous a toujours dit, la triade. Je voudrais par là dire le pôle américain, le pôle asiatique et le pôle européen. Il n'y a pas de pôle africain. L'Afrique subit la mondialisation. On pourrait revenir sur ça par des questions. L'Afrique n'a pas un pôle déterminant qui agit sur la mondialisation. L'ensemble des échanges produits par l'Afrique dans le monde n'atteignent pas 3% des échanges mondiaux. Donc l'Afrique subit la mondialisation. Mais il y en a trois pôles qui déterminent la mondialisation, qui déterminent le pouvoir économique, qui déterminent le pouvoir financier, qui déterminent le pouvoir culturel, le pouvoir politique. Ces trois pôles sont le pôle américain, dirigé par les États-Unis, le pôle asiatique, dirigé par le Japon, et le pôle européen, que représentent la France et l'Allemagne. Derrière chaque pôle, il y a un ensemble de pays, un ensemble d'acteurs qui sont liés au pôle directement, qui sont liés à la France, à l'Allemagne, si c'est en Europe, qui sont liés aux États-Unis, si c'est en Amérique, qui sont liés au Japon, si c'est en Asie. À partir du Japon, depuis l'ère Meiji, tout se développe. Le Japon est le nœud central de l'Asie. Le développement fulgurant du Japon va émerger au niveau de toute l'Asie, à travers les pays industrialisés, les pays dragons, les PV dragons, l'Asie mineure, etc., etc. De l'autre côté, par la Chine. À partir donc du Japon, tout émerge, tout se développe. La technologie, les financements, les investissements directs étrangers, les idées. Et même dans l'ère de l'impérialisme asiatique était monopolisé par le Japon. À partir du pôle américain, les États-Unis constituent le noyau central. En Europe, c'est la France et c'est l'Allemagne. Ça, vous l'avez fait dans les cours inutiles du temps par rapport à ça. Mais vous comprenez que dans le cadre de l'organisation du système, si c'est anticipation, vous pouvez d'emblée parler de l'organisation du système à travers la triade. Triade 3, les trois pôles dont je viens de citer, ainsi que le réseau qui les lie en économie et en relation. Il y a un autre élément, toujours dans l'organigramme de la mondialisation et dans l'organisation de la mondialisation. Il s'agit donc de les États, les centres et les périphéries. Les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays qui se situent au nord de l'équateur à 0 degré, de l'équateur jusqu'au pôle Nord 90 degrés, tous les pays qui se seraient situés au-dessus de l'équateur, on les appelle les pays du Nord. Dans le cadre général, ce sont tous des pays développés, ce sont tous des pays industrialisés, ce sont tous des pays dont la population est vieillissante. Voilà les quelques caractéristiques. C'est des pays d'une monnaie forte, c'est des pays d'un pouvoir très très fort, c'est un pays bien organisé. Ils maîtrisent leur santé, ils maîtrisent leur éducation, ils maîtrisent la formation. Les plus grandes innovations viennent de ces pays. Il y a des pays qui se sont développés au sud de l'équateur. Cette ligne imaginaire qui divise le globe en deux parties. La partie sud
de 0 degré à 90 degrés sud vers l'Antarctique, ce pôle aussi, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette partie. Tous ces pays, sans exception, sont des pays de retard économique, sont des pays de retard industriel. On les appelle les pays du Sud. C'est les pays les moins développés par rapport aux précédents. C'est les pays aux technologies moins avancées par rapport aux précédents. Et ces pays, on les appelle les pays du Sud. Donc, la relation en centre et en périphérie, ces pays qui sont plus développés que d'autres constituent des relais centraux. Et ces pays qui ne sont pas industrialisés ni développés, c'est des pays qui sont liés par ces pays industrialisés et dont les relations dépendent, ce qui fait qu'on parle de centres dominants et de périphéries dominés, de centres intégrés, de périphéries non intégrées, à travers lesquels il se développent des échanges de toutes sortes, échanges de marchandises, échanges de personnes. Même les personnes qui se trouvent dans ces pays sont plus développées que les personnes qui se trouvent dans leur pays. Même s'ils se rendent visite, s'ils se déplacent, les personnes qui se trouvent dans les pays au sud de l'Équateur se déplacent mieux en direction de ces pays que ceux-là qui se trouvent dans les pays au nord de l'Équateur. Ils se déplacent moins que chez nous, donc nous nous déplaçons plus chez eux qu'ils se déplacent chez nous. Et même dans l'innovation, même dans l'habillement, même dans la technologie. Alors, ce que nous utilisons comme téléphone, les modèles que nous utilisons dans la construction, les véhicules que nous utilisons viennent de là-bas, puisque ça vient de chez nous vers eux. Donc, nous sommes dominés, ils sont dominants. Voilà encore comment est organisé le système monde dans une autre facette. Une autre organisation du système monde, ce sont les espaces blocs. Le système monde est organisé à travers des espaces blocs. Si on dit espace bloc, on parle de multilatéralisme. Dans un examen, quelqu'un a eu le mot espace multibloc, quelqu'un a eu le mot multilatéralisme, il n'a pas pu comprendre que c'est la mondialisation. Et il ne s'en est pas sorti. Alors qu'il fallait juste montrer dans ce multilatéralisme, dans les espaces blocs, que la mondialisation s'organise à travers des organisations régionales, des organisations sous-régionales. Régionales, quand on parle d'organisation régionale, ça concerne tout un continent. Tout un continent. Comme on aurait dit, l'Union africaine, c'est tout un continent. Comme on dit, la ZLA, l'espace, zone de libre-échange américaine. Pas nord-américaine, mais américaine. Le nord et le sud. Comme on dit, l'Union européenne. Sauf que tous les membres de l'Europe ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais l'objectif, c'était que tous les pays soient membres. Même s'il y a des conditionnalités d'adhésion que certains n'ont pas remplies et que d'autres ont rempli et qui sont membres, d'autres ne l'ont pas rempli, ils ne sont pas encore membres, mais ils peuvent l'être. Si on dit sous-régional, ça ne concerne pas tout un continent. Ça concerne une partie d'un continent. Nous sommes au nord, Amérique du Nord. Quelle est l'organisation sous-régionale en Amérique du Nord? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ex-ALENA, AIMC, accord États-Unis, Mexique, Canada. Au niveau de l'Amérique du Sud, il y a une organisation sous-régionale. Comment ça s'appelle? Le Mercado commun del Sur, Mercosur. Le marché commun du Sud, en termes d'espagnol ou de portugais. Le Mercado commun del Sur signifie marché commun du Sud. Au niveau de l'Afrique, dans sa partie ouest, quelle est l'organisation qui se trouve là-bas? CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEMAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est et du centre. CEMAC. Il y a donc un ensemble d'organisations qui essaient de développer les échanges. Je pose une question dans cette analyse. Développer des échanges dans une sous-région, Sénégal, Gambie, Guinée, alors Côte d'Ivoire, Mauritanie, je voulais. Est-ce que quand on développe des relations économiques, commerciales entre le Sénégal et la Gambie, nous sommes dans la mondialisation ou nous ne sommes pas dans la mondialisation? Nous le sommes ou nous ne le sommes pas? Nous le sommes. Pas ou oui. Oui, nous le sommes. C'est pas que échanger avec la France, parce que la France est lointaine du Sénégal, échanger avec la Gambie n'est pas la mondialisation. Si c'est entre deux nations, quel que soit le territoire, quel que soit le limite, quelle que soit la distance de le territoire, si c'est entre deux nations indépendantes, vous faites un commerce entre deux nations indépendantes, c'est dans la mondialisation. Je pense, si nous développons un commerce avec la Gambie, la Guinée, avec la Mauritanie, avec la Côte d'Ivoire, est-ce que
le coût de la marchandise dans le cadre du transport va coûter cher, moins que si ça devait aller en Allemagne. Ça coûte moins cher quand on est dans la sous-région. Si la marchandise coûte moins cher, elle est vendue moins cher. Alors si ça devait transiter jusqu'en France, alors on aurait ajouté au niveau de la TVA les charges de transport. La marchandise aurait coûté plus cher. Donc on vend plus cher. Si on vend plus cher, alors la marchandise peut rester aussi longtemps et ne trouve pas d'écoulement. Donc si nous vendons nos marchandises entre nous dans une partie du monde, dans un espace bloc, les marchandises sont vendues plus facilement. Nous nous déplaçons plus facilement dans une sous-région qu'à travers deux nations d'une très longue distance. Alors, que dit la mondialisation? Un Alpha m'a dit que si vous faites un commerce avec Gambie et que vous faites un commerce avec Allemagne, celui qui fait un commerce avec Allemagne est la mondialisation. Je ne suis pas d'accord. Si vous faites le même commerce, vous êtes tous dans la mondialisation. Le rapprochement, les espaces blocs, c'est quoi? C'est à minimiser les coûts des marchandises pour permettre de mieux vendre. Et quand on vend plus, on est dans la mondialisation. On peut se poser une autre question. Est-ce que donc le multilatéralisme, est-ce que ces espaces blocs prennent la mondialisation ou développent la mondialisation? Ces espaces blocs, si vous comprenez que vendre avec la Gambie, c'est la même chose que vendre avec les États-Unis. Donc nous sommes toujours dans la mondialisation. Mais constituer un marché proche qui favorise les pays les plus proches, est-ce que ça aurait tué la mondialisation? Ça ne tue pas la mondialisation. Dans la mesure où la mondialisation cherche à multiplier les échanges chaque année. Elle ne cherche pas à vendre 20 l'année 2024 et de vendre 10 l'année 2025. Elle cherche à fructifier les échanges. Si elle cherche à fructifier les échanges, le cadre géopolitique le plus proche favorise plus la mondialisation que le cadre géopolitique le plus lointain. Donc les espaces blocs, au lieu de tuer la mondialisation, nourrissent la mondialisation. Donc les espaces blocs ne sont pas un frein à la mondialisation. Par contre, au contraire, les espaces blocs renforcent la mondialisation. Par ces termes, comment se manifeste la mondialisation? Se manifeste à travers 4 éléments. 4 éléments essentiels. On reconnaît la mondialisation par 4 éléments. L'appel téléphonique qu'on reçoit venant de l'autrui. Le YouTube qu'on entre et qu'on télécharge des informations venant d'autrui qui ne sont pas des informations venant de nous. Également, les informations qu'on requiert venant de l'autre côté de la frontière plutôt que chez nous à l'intérieur des frontières. À partir de ce phénomène, on peut comprendre également les déplacements qu'on fait en traversant une frontière et en entrant dans une autre frontière. Moi qui me déplace, je vais en France, je vais aux États-Unis, on me voit alors que la France ne m'a pas vu naître, donc c'est une manifestation de la mondialisation. La marchandise made in Sénégal, made in China, Royal Dutch Bini. Où est-ce que ça a été créé? Hein? C'est made in Sénégal. Si je le vois à Paris, il est évident que je le vois à Paris, hein? C'est possible. Et si je le vois à Paris, c'est une manifestation de la mondialisation. Puisque c'est une marchandise qui traverse une frontière pour intégrer une autre frontière. À partir de cela, on a acheté cette marchandise d'une monnaie à partir d'une autre monnaie. Nous avons 4 éléments traduits en flux de personnes, la personne qui se déplace, en flux de marchandises, la marchandise qui transporte, qui transcende une frontière, flux de personnes, flux de marchandises, flux de capitaux, l'argent qu'on transfère d'un pays à un autre, flux d'informations, des informations qui s'effectuent par ailleurs et que l'on reçoit au même moment ici. Pourtant, nous avions dit que les moyens de communication font partie des facteurs de la mondialisation. On l'avait déjà dit. Donc, quand on écoute une musique ou une information venant de l'autre côté, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est appréhendé à nos femmes. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à Gaza, c'est par l'outil informatique, c'est par la communication. Donc, c'est un flux d'informations. La musique que vous écoutez, c'est un flux d'informations, puisque c'est la culture de quelqu'un qui est véhiculée là-bas. Ce sont des paroles d'une autre langue, d'une autre civilisation qui sont transmises par vidéo,
ou par audio et que vous appréhendez. Donc, flux d'informations, flux de capitaux, partout où on se trouve, Riyad, Smallwood, à travers les Wave, etc. Les gens reçoivent de l'argent. Vous pouvez, avec la monnaie électronique, vous pouvez ouvrir un compte au Sénégal. Avec votre carte GAP, vous allez à Paris, donc au niveau de la même banque, vous prenez votre argent sans pour autant encore rouvrir un autre compte. Ça, c'est ce qu'on appelle les flux de capitaux. Les flux de marchandises, tout ce qu'on échange, qui vient de Paris, qui vient des États-Unis, qui vient du Brésil, etc., ce sont des flux de marchandises. Donc, retenez 4 éléments qui manifestent la mondialisation. Flux de capitaux, flux de marchandises, flux d'informations et flux de personnes. Dans les flux de personnes, vous pouvez en recevoir 3 éléments. Flux de personnes, les touristes, les migrants et la mobilité. La mobilité, c'est un aspect beaucoup plus large. Les gens se déplacent sur des distances relativement courtes en des périodes plus ou moins rapprochées. C'est la mobilité. On peut quitter sa maison pour aller rapidement effectuer une séance de caméra au niveau donc d'Emirates et revenir. Je peux quitter ici tout de suite, aller faire cours à Kaffrine. Monsieur Ndiaye peut aller directement à Paris pour faire un séminaire. C'est de la mobilité du travail. Il va illuminer. Et ce n'est pas parce qu'il est là-bas qu'il a eu ce travail. C'est une mission qu'il est allé effectuer. C'est de la mobilité. Le tourisme, nous sommes là, nous avons des soucis, nous voulons découvrir, nous sommes scientifiques, nous sommes chercheurs. Nous nous déplaçons dans d'autres zones pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie, de nouvelles stratégies de construction, mais de nouveaux formats de gouvernance. Comment les gens ont permis de lutter contre le terrorisme? On peut se déplacer. Ça, c'est des activités de tourisme intellectuel. La migration, je n'ai pas d'activité économique, je n'ai pas d'activité de travail. Je me déplace, je vais à une zone, à partir de là, j'ai une activité de travail, j'ai une activité économique. Pourtant, avant que je ne partais, je n'en avais pas. C'est de la migration. C'est toujours dans les flux de personnes. Parce que la migration, le tourisme, la mobilité, toutes sont effectuées par des personnes. C'est des flux de personnes. Donc, il y a 4 flux qui traduisent la mondialisation dans ces manifestations, qui ne sont pas sans conséquences. Ces flux sont relativement liés à des conséquences. Dans les pays d'accueil, dans les pays de développement, des pays développés industrialisés, dans les pays non développés, non industrialisés, où par la plupart des personnes qui se déplacent, et dans les pays qui ont décollé en termes de développement, sont ni développés, mais ils ont décollé quand même par rapport à l'échelle la plus basse de développement. On les appelle les pays émergents. Donc il y a 3 catégories de pays. Pour chaque catégorie de pays, la mondialisation, ces 4 flux déterminés ont des conséquences. Dans les pays développés, industrialisés, la mondialisation renforce l'économie. Ces pays sont réputés en général des pays aux populations vieillissantes. Les personnes qui arrivent avec de nouvelles visions, avec une énergie, un savoir-faire. Alors, ils relancent le marché économique. Si le marché économique est relancé, ça crée un dynamisme du marché. Ça renforce l'économie des pays développés. Par contre, dans les pays encore très très pauvres, la mondialisation renforce la dépendance. Renforce la dépendance. Ça creuse l'inégalité. Ça enfonce les pays qui ont trop du mal à se relever. Les quelques efforts qui sont faits pour se relever sont anéantis par le pouvoir des grandes entreprises. Nous fabriquons de cette eau minérale royale, eau royale, qui est fabriquée à partir de la France, qui gagne le marché de toutes les universités, des grandes conférences, qui ne sont pas des conférences comme la petite conférence là, que Royal a gagné, mais que Kiren a gagné. Donc, au-delà de pouvoir concurrencer le marché mondial, même au Sénégal, Kiren concurrence Royal. À la longue, Royal ne pourra plus payer ses employés, ne pourra plus disposer de matières premières, et est appelé à disparaître. Donc, la mondialisation
au-delà d'appuyer les économies faibles, les enfonce. Et parfois, avec le système de dumping, c'est deux notions. Il y a le dumping, le anti-dumping. Si vous allez aux vacances, quand vous demandez dumping, que vous ayez la possibilité de l'expliquer. Le système de dumping, c'est un mot anglais. C'est les entreprises les plus fortes qui viennent dans des territoires où il se développent des petites entreprises. Et ils les empêchent de décoller. Ils les piétinent. Ces entreprises ne peuvent se décoller. C'est le système de dumping. Anti-dumping, c'est le contraire. C'est empêcher que les grandes entreprises venant de l'extérieur, empêcher que Kirène piétine Royal au niveau du marché sénégalais, en faisant des taxes à Kirène, de sorte que si on vend la bouteille Kirène, donc du même volume, ça sera le même prix que cette bouteille de Royal. Donc, Kirène n'aura pas un intérêt à venir concurrencer Royal ici au Sénégal. C'est le système correct. C'est des systèmes correctifs que les États font pour protéger leurs entreprises locales. Comme les États sont encore des acteurs de la mondialisation. Si les États laissent surpasser le marché, alors les entreprises locales vont disparaître. Et l'économie locale va disparaître, le chômage va augmenter. Donc les conséquences sont donc de trois niveaux. Au plan des pays les plus développés, les moins développés et les non développés, non pauvres. Chaque fois la mondialisation a eu des conséquences. Pour les pays maintenant, ni pauvres ni développés, les pays émergents, Chine, Russie, Afrique du Sud, Brésil, ces pays donc peuvent bénéficier des avantages de la mondialisation. Corée du Sud, Philippines, Singapour, Taïwan, ces pays bénéficient de la mondialisation. Ils ont capté des investissements d'autres pays, ils ont capté des transferts de compétences technologiques qu'ils ont essayé d'appliquer par rapport au niveau de développement, par rapport au pouvoir d'achat de leur population. Et eux-mêmes, ils ont créé une autre économie qu'ils ont adoptée par rapport à un marché qui est au bas de l'échelle, un marché plus faible. Le Japon a utilisé les NPI, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, Taïwan, pour s'appuyer sur ces pays afin de se développer. Ces pays appelés dragons se sont appuyés sur les bébés dragons. Thaïlande, Malaisie, Indonésie, pour permettre de couler les marchandises, des main-d'œuvre captées à travers le transfert de compétences du Japon afin de créer un marché moins développé et de couler leurs marchandises. Voilà le système. C'est comme ça que se fait, comme le plus fort s'appuie sur les plus faibles pour décoller. Mais quand le plus fort, le Japon, s'est appuyé sur les quatre plus faibles se sont réorganisés, se sont adaptés avec un système qui s'est développé rapidement, qui les a mis au niveau moyen, pas développé, pas pauvre, et qui les a propulsés vers une échelle moins développée, les bébés dragons. Est-ce que, au niveau donc de nos relations économiques, est-ce que nous sommes prêts à développer des stratégies qui pourront permettre dans chaque zone de développer des systèmes qui vont capter des investissements venant de l'extérieur à travers des délocalisations, qui vont capter des financements par l'OIM ou par le FMI ou par une autre organisation, pour développer un cadre afin de s'appuyer sur les autres et que mutuellement, à travers des relais d'interdépendance, que l'on puisse également se développer, permettre à d'autres zones se développer, permettre à d'autres zones se développer et permettre à tout le monde de se développer. Voilà ce que je voudrais présenter dans le cadre de la mondialisation et du système monde à travers les champs. C'est seul le marché africain, à partir donc ce marché, la CEDEAO, qui est un marché d'intégration complète. C'est fédéral canadien. Ils n'ont pas la même monnaie. La seule chose qui les lie au même, ce sont les choses de marché. Alors, ils ne sont pas un marché d'intégration complet. Je dis, et significatif. Significatif dans le sens où, si en France, vous avez le même visa en Espagne, vous ne cherchez plus de visa. Les marchés économiques mondiaux, le marché européen, est le marché le plus complet de tous les marchés mondiaux. Puisque dans le marché européen,
la libre circulation, elle est partout. Libre circulation des personnes, libre circulation des marchandises, libre circulation des biens, libre circulation des capitaux. Dans le marché américain, non. La libre circulation, elle ne concerne que les marchandises. Aussi bien dans le marché sud-américain que dans le marché même asiatique. Vous devez comprendre ça d'abord, avant qu'on avance. Faites une étude comparée de ces marchés dans une épreuve revue à montrer l'aspect d'intégration achevé, complète, et l'aspect d'intégration non achevé. Voilà ce qu'ils n'ont pas en commun. Certains marchés ont comme élément fondamental cette intégration complète, achevée. D'autres ne l'ont pas. En comparant, il faut donner des éléments de ressemblance et des éléments de dissemblance. En termes d'éléments de ressemblance, au niveau des marchés européens, au niveau des marchés d'intégration, la CEDEAO et l'Union européenne sont des marchés d'intégration complète, même si dans la pratique, on peut en discuter pour ce qui concerne la CEDEAO. Vous avez la carte d'identité CEDEAO. Tous les pays membres de la CEDEAO ont cette même carte d'identité. Alors, l'idéal voudrait que vous ne soyez arrêtés ni en intégrant les frontières d'un ou d'un autre pays. C'est ça l'idéal. La marchandise ne soit arrêtée ni en traversant la frontière d'un pays ou d'un autre. C'est ça l'idéal. Est-ce que l'idéal y est? Ça, je me réserve des commentaires. Mais dans le marché européen et dans le marché de la CEDEAO, c'est des marchés d'intégration complets, car tout cela est prévu et que la libre circulation, elle est complète. Elle concerne les personnes, les marchandises, les capitaux, les informations. Par contre, dans l'ASEAN, au Mercosur, dans l'ALENA, ce ne sont pas des marchés d'intégration complets. La libre circulation ne concerne